Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce 9e Before Work. Alors, on est ravis de vous accueillir de bon matin pour parler de psychologie positive et de psychologie au travail. Et dans le contexte actuel, je trouve qu'on en a encore plus besoin que d'habitude. Et je suis ravie parce qu'en fait, on va profiter de ce Before Work pour vous présenter le tout nouveau bébé de la collection My Happy Job aux éditions Vibert qui s'appelle Psychologie positive, 10 séances d'auto-coaching pour se motiver et s'épanouir dans son job. Il est sorti cette semaine, il est sorti mardi et je suis vraiment ravie d'accueillir les deux auteurs. Bonjour Iliona, bonjour Justine. Bonjour Fabienne. Bonjour Bonjour Fabien. à tous. Alors, l'idée, comme d'habitude par rapport au Before Work, je vais laisser Iona et Justine présenter à la fois le livre, mais aussi les clés par rapport à la psychologie positive, mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Vous allez voir, on va rapidement passer à la pratique parce que c'est ça qui est aussi intéressant avec le format des Before Work. Vous aurez un replay qui vous sera envoyé par mail et qui sera disponible ensuite sur la chaîne YouTube de My Happy Job by Moodwork. Et vous avez Nathan qui, comme d'habitude, vous accompagne dans le chat si vous avez le moindre souci. Et n'hésitez pas à poser vos questions parce que l'idée, c'est qu'on partage pendant une demi-heure et qu'ensuite, on réponde à toutes vos questions. Donc, si vous avez la moindre question, des témoignages, des anecdotes que vous souhaitez partager, le chat est à vous pendant tout le webinaire. Mais je vous laisse les clés, mesdames. Yes, allons-y. C'est parti. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue. On est ravis avec Ilona d'être là pour vous parler de notre livre, le dernier bébé de la collection pour vous, nous, le premier de la collection. Et ravis. Peut-être, Ilona, je te propose d'abord de nous présenter. D'accord, on y Est-ce va. que tu veux commencer? Yes. Donc, bonjour, je suis Ivana Bonuel. Je suis une psychologue spécialisée dans la psychologie positive depuis à peu près 22 ans. Donc, ça fait un petit peu de temps. Et donc, je suis en même temps un académique. Donc, je travaille à l'université et je dirige le programme de master de psychologie positive et le programme de doctorat de psychologie positive. Ah oui, on peut même faire le doctorat dans les disciplines. Et en même temps, je dirige Positram, organisme de formation de conseil, ici en France. Ici, c'est difficile à dire puisque là maintenant, ici, je suis en Islande, d'accord? Mais en France, dans tous les cas. Donc, et je suis ravie de vous présenter Justine. À toi donc. À moi. Eh ben, je suis l'associée d'Ilona à Positran, sur cette partie plutôt française. Et je suis intervenante en conseil et en formation sur la psychologie positive au travail. On intervient dans de nombreuses entreprises comme EDF, les Galeries Lafayette, récemment le Club Med, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, Ilona. Et on accompagne à la fois des groupes et des individus sur cette discipline de la psychologie positive. Peut-être il faudrait qu'on vous explique un petit peu ce que c'est cette discipline. Enfin, vous avez dans les livres nos bios un peu plus étoffés, mais j'aimerais qu'on aille parler du sujet du livre, si vous êtes partant pour ça. Je crois que vous êtes connectés pour ça, non? Exactement. La psychologie positive. Donc, Ilona? qu'est-ce que c'est la psychologie positive? La psychologie positive, c'est une discipline scientifique qui est née à peu près, ça fait à peu près 25 ans maintenant, et démarré à la base avec un grand psychologue qui s'appelle Martin Seligman. La psychologie positive étudie notre fonctionnement optimal dans notre vie, globalement. Mais si on va un petit peu plus concrètement sur la psychologie positive au travail, qu'est-ce que c'est? Donc, globalement, la psychologie positive au travail étudie le bien-être ou satisfaction au travail des gens et le niveau d'engagement ou motivation. Et qu'est-ce qu'on connaît au niveau scientifique? Que si les gens sont bien au boulot, finalement, donc ils sont satisfaits avec leurs conditions, avec ce qu'ils font, par exemple, et s'ils sont vraiment engagés, complètement là, vraiment dedans dans le boulot, ça peut traduire dans les performances durables. Pourquoi durables? Parce qu'en fait, si on n'est que engagé et pas trop bien, on est très performant, mais pas dans une façon très durable, parce que plus ou moins tard, on va être un petit peu fatigué. Et si on est satisfait, mais pas engagé, donc, en fait, on oublie quelque part les performances. Donc, finalement, si on est satisfait et engagé, on peut être performant d'une façon durable, pas que pour notre travail, mais aussi pour nous-mêmes. Et c'est ça aussi qui est très, très important à tour de la psychologie positive au travail. La psychologie positive au travail essaie d'assurer qu'on fonctionne dans un niveau optimal pour nous-mêmes et aussi pour tout ce qu'on produit. Donc, la psychologie positive, qu'est-ce qui est très important à dire? C'est une discipline scientifique. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de recherches sur lesquelles on appuie. Donc, tous les conseils, tous les
tous les quiz de livres, tous les conseils de livres, tous les pratiques de livres ne sortent pas de nulle part. Ils sortent de ces bases scientifiques. Et qu'est-ce qu'on a vraiment sur à faire dans ce livre? On a beaucoup de travaux scientifiques qui ont été mis dedans. Donc, une grande liste de références scientifiques sur lesquelles vous pouvez appuyer, peut-être aller un petit peu plus loin et lire encore plus si vous avez envie. Donc, c'est ça un petit introduction à la psychologie positive au travail et passe les mains à Justine. Je pense que vous retrouvez ces deux notions hyper clés. Alors, je vous fais un peu des balades dans les slides, juste pour appuyer le fait que dans ces séances d'auto-coaching, on parle bien, vous voyez, pour se motiver et s'épanouir dans son job. C'est pour ça qu'il y a ces deux termes, ils sont tous les deux très importants. L'un ne va pas sans l'autre. La satisfaction et le bien-être ne va pas sans cet engagement. Alors, engagement qu'il faut bien comprendre, on va le voir sous l'angle de la motivation au travail. Et c'est ça le cœur de notre ouvrage, c'est de parler de qu'est-ce qui nous motive, sur quoi on peut s'appuyer, sur quel levier on peut s'appuyer pour se motiver et finalement être performant dans la durée. C'est ça la notion de performance durable. Je pense qu'il faut aussi bien, dans la notion, comprendre le mot performance. Parfois, on y accole des choses pas géniales dans le boulot, dans le sens performance financière, se donner plus, gagner plus tout le temps, etc. Non, ici, on est dans le fait de bien faire les choses et être bon dans ce qu'on a à faire et surtout être bien dans ce qu'on a à faire. C'est ça le côté durable, c'est tenir dans la durée, être à l'aise et puis sentir qu'on a en nous les leviers, les billes sur lesquelles s'appuyer. Et donc, dans ce livre-là, on va voir dans quelques instants les leviers qu'on a choisis, mais surtout que la recherche nous a offert comme étant ceux sur lesquels s'appuyer pour arriver finalement à cette équation-là. Peut-être que pour commencer, on avait prévu avec Ilona de vous de vous montrer un petit peu, vous savez, dans cette collection, c'est d'ailleurs ce qu'on a adoré, il y a plein de petits encadrés, petits jeux, petits quiz. Et par exemple, pour commencer dans cette psychologie positive, au tout début, dans le premier chapitre, on vous invite à faire ce petit exercice qui se dit, en fin de compte, vous pouvez choisir 2 types d'état d'esprit. Et on vous invite, avec l'exercice que vous voyez sur la slide, à jouer sur ça. D'abord, essayer une option 1 qui serait de mettre le focus sur ce qu'on appelle le déficit. Plutôt penser à un moment de notre travail qu'on trouve pénible, qu'on a du mal à faire, quelque chose qui est pas facile. Et pour autant, derrière, essayer de se formuler un objectif sur 12 mois, par exemple, pour booster sa performance. Si on fait cet exercice correctement, avec un peu plus de minutes que dans ce webinaire, on se rend compte que, on se pose la question, après ces 2 questions à la suite, comment on se sent ? Sûrement, peut-être vous le voyez dans la question, on se sent un peu désénergisé, si on part sur cette première option. Et ce que nous invite à faire la psychologie positive et ce qu'on vous invite à faire dans l'ouvrage, c'est essayer une deuxième option, en mettant plutôt l'accent sur nos forces, sur ce qui marche. Et dans ce cas-là, la question est un peu inversée, un peu simple au début, mais plutôt de mettre le focus et penser à quelque chose de notre travail où on se plaît, qu'on aime, dans lequel on excelle. Et prendre le temps de s'appuyer sur ce qui marche. Ensuite, on peut se reposer cette question de formuler l'objectif sur 12 mois. Et on voit qu'au niveau du ressenti, des émotions, de l'énergie, de la motivation, il y a quelque chose d'autre ici qui se réveille si on pose les questions sous un autre angle. Et c'est ça qu'on fait dans la psychologie positive. On essaye de poser les questions sous cet angle-là, des points forts, de ce qui fonctionne, de nos leviers. Et c'est tout ça que vous retrouverez dans les 9 chapitres du livre. Je dis 9 parce que le 10e, qui est le premier, il nous présente un petit peu toute cette motivation et comment on peut commencer à travailler cet état d'esprit qu'on appelle plus de développement, qui va nous aider à être capable, de nous sentir capable d'évoluer, de faire bouger des choses. Et c'est important de dire que ça ne veut pas dire qu'on va nier les choses qui ne vont pas. Donc, la psychologie positive, ce n'est pas la négation de quelque chose qui est inefficace, quelque chose qui ne marche pas, mais c'est un choix où on peut mettre l'accent. C'est un choix de départ quelque part qui nous permet aussi à intégrer en commun et en fait affronter quelque part en commun les choses qui sont parfois pas autant géniales, on peut dire.
Donc la slide d'après, on l'a déjà vu, mais c'était important de faire le focus. Hier, on parlait avec un journaliste de cette notion de dire que dans l'ouvrage, il y avait beaucoup de références. Ilona, tu l'as bien dit, mais je crois que c'est quelque chose d'assez particulier. Vous nous l'avez dit dans l'écriture de la collection, mais il y a beaucoup d'études. Et on a beaucoup souri en écrivant parce qu'on avait encore plus d'études dans ce qu'on a écrit, mais on en a un petit peu enlevé pour que vous puissiez avoir quelque chose à lire et que ce ne soit pas un article qu'un livre scientifique, mais il y a beaucoup de travail de recherche qui est fait derrière cette discipline pour montrer finalement que les exercices qu'on vous propose, les théories qu'on vous apporte, elles sont basées sur du travail de recherche. Et on n'a pas, c'est important toujours de le dire, ce n'est pas des choses qu'on a inventées. Il y a quelques modèles qui sont vraiment spécifiques. Ilona, notre travail, comme par exemple le Spark. Mais pour autant, il y a beaucoup de choses et beaucoup de modèles qui sont appuyés sur du travail de la recherche et à chaque fois... j'ai envie de dire des chercheurs à qui il faut faire référence parce qu'il y a de belles personnes dans ce monde académique qui travaillent à montrer que il y a à la fois des leviers qui ont été boostés et identifiés par la recherche et au contraire après par les pratiques on peut les booster et on peut voir l'efficacité de ces pratiques pour nous aider à développer notre motivation. Donc le focus, je pense, recherche, on l'a bien appuyé, il est clair, mais je pense qu'il est quand même il est central au milieu de cet ouvrage. Et peut-être, excusez-moi, Ilona, vous voulez rebondir ? Non, absolument. C'est vraiment une base les plus importantes peut-être à prendre en compte. Est-ce que, Ilona, tu veux parler de ce modèle de la recherche de la motivation intrinsèque qui est, on va dire, le fil rouge de tout le livre ? Absolument. Ça, c'est un modèle de motivation qui est basé sur les recherches des chercheurs américains Deci et Ryan, qui s'appelle le modèle de autodétermination. Et c'est un modèle de motivation prédominant, on peut dire, maintenant dans le monde scientifique. Mais c'est trop sérieux, autodétermination, de quoi on parle. Et donc, pour comprendre un petit peu ce modèle, il faut en fait imaginer que notre motivation, ce n'est pas noir et blanc, ce n'est pas juste on est motivé ou pas motivé, mais en fait, on a une grande progression de motivation et c'est cette continuum de motivation qui fonctionne dans nous-mêmes. Donc, on peut ne pas être motivé et ça s'appelle amotivation. Et ça, vous voyez sur le slide à gauche. Et on peut être super motivé dans une façon intrinsèque, comme on a envie de faire quelque chose parce qu'on a juste envie de faire quelque chose. J'ai envie de sortir dans un resto parce que j'ai envie de sortir manger dans un resto. Donc, c'est simple, d'accord? Mais entre les deux, il y a un grand plateau, quelque part, et 4 autres types de motivation entre les deux extrêmes. Et là, on regarde les milieux de slide, quelque part, et on va voir qu'on a plein de motivations différentes qui existent. Donc, on peut avoir motivation externe, comme je fais quelque chose parce qu'il faut que je le fasse, parce que quelqu'un me pousse à faire. On peut avoir motivation introjectée, et ça, c'est quelque chose où je fais parce que il faut que je fasse, donc je me pousse moi-même. Donc, la personne autre qui me pousse, mais je me pousse moi-même, donc je me sens obligée de faire quelque chose. On parle aussi de motivation identifiée. Et là, en fait, on est motivé, mais parce que je crois que c'est quand même important ce que je fais. Et on parle aussi de motivation, de régulation intégrée. Et là, je crois vraiment dans tout ce que je fais. Et les seuils, et c'est ça qui est très intéressant, les seuils de autodétermination, il est là quelque part entre cette motivation introjectée et motivation identifiée. Et en fait, les parties gauche fonctionnent beaucoup plus dans son façon très extrinsèque, et les parties droites, finalement, ils fonctionnent dans une façon beaucoup plus intrinsèque. Donc, on n'est pas obligé juste vouloir quelque chose parce que j'ai juste envie, mais si on croit vraiment dans les choses qu'on fait, ça nous donne un boost de motivation quand même. Et donc, les livres, en fait, ils nous aident à comprendre finalement comment progresser de cette motivation des parties extrinsèques vers quelque chose qu'on commence à avoir plus d'envie et désir d'investir. Ok. Et vraiment, ce mouvement, merci Ilona de l'expliquer aussi bien, il est vraiment hyper central. C'est comment je passe d'une motivation sur des
qui est motivé par des choses extérieures à moi, plutôt à une motivation qui vient de moi-même. Et le livre, peut-être vous vous posez la question, alors ça c'est des modèles scientifiques qu'on a essayé de vous mettre dans le livre et qu'on explique pour que vous ayez aussi cette vision. Et puis après, évidemment, vous vous posez sûrement la question, qu'est-ce qu'on fait finalement pour se décaler vers une motivation plus intrinsèque, plus dépendante de nous. Et vous voyez sur cette slide qui est apparue les 9 leviers finalement de motivation qui vont nous aider à booster cette motivation vers quelque chose de plus interne. Alors, bon, c'est beaucoup de modèles pour vous présenter le début du livre, mais après, je vous promets, c'est très pratico-pratique, d'accord? Après cette slide, on va parler des exercices, mais c'est très important dans la présentation du livre de vous dire où on vous amène et dans quel chemin on vous amène à travers les chapitres. Et en fait, on vous amène sur ces 9 leviers qui nous permettent, on le sait, d'après la recherche, de renforcer une motivation qui est plus dépendante de nous-mêmes. Et comment on voit ça? Qu'est-ce qu'on voit? En fait, vous voyez déjà au centre de ce schéma ce qui est important avant tout. Et le premier chapitre des clés de la motivation, il parle de la vitalité. D'abord, s'occuper de nous, notre niveau de vitalité, entretenir ça, c'est une première base sans laquelle on ne peut presque pas vraiment parler de motivation. Et quand on parle de vitalité, on ne parle pas de santé, on ne parle pas d'être en bonne santé ou être malade ou des choses comme ça. On parle vraiment de leviers autour de notre vie de tous les jours, du sommeil, de l'alimentation, de prendre soin de ce que l'on est. Et cette vitalité, elle est vraiment au cœur du livre, au cœur de la motivation. Ensuite, vous voyez 4 petits carrés au milieu. Alors, je ne sais pas si quand je partage ma souris, vous voyez la balade de la souris, mais ouais, vous le voyez, super. Et ben, du coup, on voit ces 4 leviers centraux là qui sont la flexibilité mentale, la vision positive, mes compétences de gestion du temps, d'organisation et puis mes compétences émotionnelles. C'est d'abord 4 leviers vraiment inhérents à nous et on sait que si on prend soin de ces leviers à l'intérieur de nous, si on développe notre capacité à partager, voir les choses positivement vers le futur, notre optimisme, notre gestion du temps, si on apprivoise nos émotions, si on arrive dans la flexibilité mentale à adopter différents points de vue qui nous aident à nous peut-être sortir de situations un peu stressantes, et déjà, encore une fois, on prend soin de notre motivation avec des leviers qui sont vraiment inhérents à nous. Et puis ensuite, c'est les couches du livre, on pourrait dire, vitalité, le 2e chapitre. Après, vous avez ces 4 chapitres. Et ensuite, vous avez 4 chapitres qui parlent des relations de l'autonomie, de la maîtrise et du sens. Alors, les leviers de l'autodétermination qu'on retrouve, pour ceux qui les connaissent, mais surtout pour dire ces leviers, ils sont à cheval entre dépendants de nous, mais aussi en lien avec les autres. C'est pour ça que c'est une motivation qui, encore une fois, nous aide, nous, à nous trouver motivés. Mais prenons par exemple le sens. Je peux travailler le sens que j'ai dans mon travail, le sens que le travail représente dans ma vie, mais aussi quel sens on partage au sein de notre entreprise, notre organisation, notre association. Donc, c'est des leviers qui vont à la fois nous toucher et toucher les autres. Et c'est comme ça qu'on a pensé la structure en se disant, parmi tous ces leviers qui nous touchent, il y en a qui sont vraiment des ressources individuelles de nous et d'autres des ressources qui nous touchent, nous, dans notre travail, dans notre vécu au travail avec les autres. C'est la structure du livre et c'est les 9 leviers qu'on vous invite à développer pour booster cette motivation intrinsèque, inhérente à nous. Et d'ailleurs, au tout début dans le livre, on vous invite sur ces 9 leviers de motivation à vous auto-évaluer en vous demandant finalement où vous êtes sur ces leviers, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez peut-être dans des niveaux de débutants, plutôt vous avez déjà réfléchi à ces sujets ou alors vous êtes complètement calé dans ces sujets. Et moi, j'ai bien aimé cette vision-là que quelqu'un qui a lu le livre me l'a dit vite, parce qu'il est sorti juste avant-hier. Elle m'a dit, c'est bien parce qu'en fonction de là où je me suis notée dans mes niveaux d'aptitude, je suis vraiment allée sur le chapitre qui correspondait à ce que je voulais développer. Et j'aime bien le penser comme ça, ce livre. Aller là où ces leviers, soit vous les connaissez bien et vous avez encore envie de les renforcer, soit vous vous posez des questions dessus, c'est pas trop ça, et vous avez envie de voir ce qu'on peut faire. C'est comme ça peut-être, mais là, en quelques instants, vous pouvez regarder là-dedans et déjà vous dire, tiens, sur ces chapitres, ça peut m'intéresser d'aller voir ce qui se joue. Peut-être on va vous parler de certaines clés dans certains exercices. Là, il nous reste une dizaine de minutes. Je pense que vous êtes aussi connectés pour ça. Ilona, tu peux parler de
une clé que je crois qui te tient à cœur, qui est celle du temps, de être enfin satisfait de sa gestion du temps. Ouais. En fait, je fais mon doctorat sur le temps. Ça fait longtemps maintenant. Et ça c'est un sujet que je galère toujours avec. Non, pas vraiment, pas complètement. Mais je suis absolument passionnée par ce sujet. Parce qu'on a énormément de clients qui viennent chez nous, puisqu'ils se sont complètement débordés, épuisés. Ils courent après le temps tout le temps. Et je vois les gens presque chaque jour qu'ils n'ont jamais du temps, presque pour vivre. Et donc, en fait, on aborde ce chapitre sur le temps par plein de clés différentes. Plein. Donc, on essaie de comprendre votre fonctionnement avec le temps, votre relation avec le temps, votre perspective temporelle. Ça, c'est quelque chose de super intéressant qui vient de recherche aussi. Et on donne quelques clés, quelques conseils. Donc, par exemple, ici, parmi plein de conseils de ce chapitre, vous avez 4 pratiques maison. Et ils sont tous basés sur la recherche, ils sont quand même sympas. Donc, les premières pratiques, en fait, très souvent, on fait les listes de to-do. Qu'est-ce qu'on a à faire? Les listes de to-do qui est très bien, évidemment, on progresse. Et ça, c'est notre liste. C'est cette liste de tada. Pourquoi tada? Parce qu'en anglais, on dit tada, comme on a fini, terminé un projet. Donc, à la place de to-do, on peut aussi ajouter les tada dans notre liste. Ça, c'est les choses qu'on a déjà fait, qui n'ont pas été sur la liste. Et en fait, ça se fait du bien. Ça nous fait du bien parce qu'en fait, on voit les listes, il est à moitié rié déjà. Donc, tada, c'est fini. Une autre pratique, c'est demandez-vous le matin quelles sont les 3 choses que vous aimeriez devoir faire quand vous avez terminé votre journée. Ça, c'est super important. Pourquoi c'est super important? Parce qu'en fait, si on se concentre sur plein de choses à faire, trop de choses à faire finalement, on a un sentiment de manque de satisfaction finalement, parce qu'on n'a pas arrivé à moitié de notre liste à faire. Mais si on a vraiment déterminé les 3 choses les plus importantes, donc les 3 priorités, et on a finalement arrivé à le terminer, donc à accomplir, là, ça donne un vrai sens de satisfaction. Et une autre pratique ici qui s'appelle Eat the Frog First. C'est littéralement, si on traduit en français, c'est manger le grenouille en premier. Même manger un crapaud en premier, on peut traduire comme ça. Ça, c'est quelque chose que dans nos 3 choses à faire les plus importantes, on peut trouver, déterminer celui-là qui est le plus difficile peut-être, qui est le plus compliqué, qui ne nous tient pas à cœur peut-être. C'est quelque chose vraiment à bouffer, excusez-moi. Manger ce grenouille. Mais vraiment, il faut affronter ce grenouille. Et donc finalement, si on arrive à affronter ce grenouille, le gros frog, en premier, et on a terminé ce truc qui nous fait quelque part peur en premier, ça donne le sens d'accomplissement et la légèreté qui nous permet d'affronter les journées après. Donc, ça, c'est quelques petites pratiques. Donc celle-là sur le temps, et il y en a plein d'autres, la perspective temporelle et être satisfait de sa gestion du temps. Je pense que c'est ça la clé de ce chapitre, c'est être content de la façon dont on passe notre temps. C'est quelque chose d'assez spécifique à la psychologie positive et je suis sûre que ce chapitre vous plaira. Oui. Et en fait, la recherche démontre si on est satisfait avec notre gestion du temps, ça nous booste notre satisfaction globale. Donc, ça nous booste vraiment notre bien-être. Si on est quelque part amis avec notre temps, ça change plein d'autres choses aussi. Ok. On parle de la satisfaction. Peut-être une autre clé, elle, qui va aussi nous booster fortement la motivation et l'engagement. C'est un sujet, peut-être ceux qui connaissent un peu la psychologie positive, vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, pour moi, c'est un des sujets vraiment au centre de la psychologie positive qui est de façonner son travail en s'appuyant sur ses forces. Alors, je crois que l'idée, c'est de vraiment mettre une adéquation entre ce que l'on est et son travail. Et ce que nous dit la recherche sur ce sujet-là, c'est qu'on a à l'intérieur de nous des forces qui sont en fait des sortes de qualités qu'on a à l'intérieur de nous, de ce qui nous permet de nous sentir, alors j'aime bien le rappeler avec l'acronyme du APE, le authentique, performant, énergisé. On a à l'intérieur de nous ces billes-là des forces et on a chacun
on pourrait dire un panier de forces différents, panier de billes de forces différents qu'on va pouvoir sortir en fonction des situations, en fonction des tâches qu'on a à faire dans notre travail. Et du coup, on le comprend avec ces trois idées, on va dans notre travail être plus authentique, plus nous-mêmes, mieux et plus performant, et aussi plus énergisé à faire ce qu'on a à faire. Mais pour connaître quelles billes je mets dans mon panier, il faut les identifier. Et dans le chapitre, on commence avec différentes clés, plein de moyens. Il y a plusieurs moyens différents de vous le présenter. Et là, pour ce petit webinaire ce matin, on vous a pris un échantillon du livre qui est une façon de se présenter, d'identifier et trouver ses forces avec des petites questions. Alors peut-être on peut en regarder quelques-unes. On parlait de la to-do list d'Ilona, là, elle parlait de la tada list. Et en fait, finalement, quand on regarde cette liste des choses qu'on a faites dans la journée, on peut se demander, dans notre journée, qu'est-ce qu'on a fait sans avoir besoin qu'on nous demande de le faire? Qu'est-ce qu'on a allé faire naturellement, spontanément? Là-dedans, il y a souvent nos forces qui ont été à l'œuvre pour nous y aider. Il y a aussi des choses qu'on fait facilement. Qu'est-ce qu'on fait bien et facilement? Finalement, c'est quoi ces tâches que j'arrive à faire? Et puis, je reçois parfois des feedbacks et des retours positifs sur les choses que j'ai bien faites. Et comment je peux accueillir ces feedbacks pour comprendre qu'est-ce que j'ai mis de moi dans ça? Qu'est-ce que je peux comprendre comme force? On peut aussi regarder qu'est-ce qu'on a appris facilement. Quelles sont les tâches qu'on a aimé accomplir, celles qui nous ont motivés, qui nous ont donné cette sensation d'avoir passé une bonne journée? On peut aussi réfléchir aux tâches qui nous ont absorbés. Celles, vous savez, qu'on fait et que d'un coup, on a perdu le fil du temps, on ne se rend même pas compte du temps passé. Là-dedans, quelles sont les forces que j'ai mis à l'œuvre dans cette activité-là qui m'a fait me déconnecter un peu du temps? Aussi, il y a des tâches où vous sentez qu'elles vous rendent énergiques, vivants, elles vous boostent. Là-dedans aussi, c'est un indicateur de dire là-dedans, il doit y avoir des forces. Peut-être aussi, vous le sentez, et peut-être que je vous le partage, et avec Ilona, on vous le partage ce matin, mais ça se sent dans notre voix quand on est motivé, quand on parle. Là-dedans, souvent, il y a nos forces, ça s'entend. On parle aussi d'authenticité, c'est quand est-ce qu'on fait des tâches qu'on accomplit avec une certaine assurance. On sait que c'est vraiment le vrai vous qui s'exprime dans ces tâches. Les choses aussi qui nous donnent de la fierté, que vous finissez, donc vous finissez fier et content d'avoir fait ça, c'est un indicateur, encore une fois, où il y a des forces. Et puis, peut-être pour finir, dès que vous parlez de, là on parle du travail, mais de choses que vous avez adoré faire, dans lesquelles vous vous êtes éclaté, et là-dedans aussi, encore une fois, c'est des indicateurs que vous pouvez regarder en disant, mais qu'est-ce que j'ai mis pour trouver des forces? C'est un travail hyper central dans la motivation et l'engagement de se connecter à ce que l'on est et de faire un travail à son image. Voilà, c'est vraiment une clé forte et je pense un des chapitres aussi vraiment intéressant à connaître dans ce livre. Alors, il nous reste 1 minute. Est-ce qu'on partage une dernière clé, Ilona? Comment Allez, avec plaisir. Alors, on fait le sens ou le capital psychologique, Ilona? Laquelle tu veux? Le sens, vas-y, le sens. Okay. Je sais que ça te tient à cœur et avec tout notre travail sur le sens actuellement, okay. C'est notre sujet préféré actuellement. Ouais. Là, tu fais ça pour me tendre la perche, c'est ça? Ok, je prends la perche. Donc, le sens, oui, c'est un sujet qui nous passionne, mais je pense qu'il vous passionne aussi énormément. On sort de périodes assez complexes avec toute cette crise sanitaire et puis qui n'est pas tout à fait non plus réglée et finie, mais surtout ce qu'elle a amené. Bon, vous verrez, il y a un chapitre sur la résilience aussi dans le livre. Je crois qu'on a aussi beaucoup parlé de résilience, mais là, on sent un mouvement un peu émerger qui est celui du sens. Sens du travail. Quel sens j'ai à faire ce que j'ai à faire? Et puis peut-être même, quel est le sens du travail dans ma vie en général? Peut-être ça aussi, ça pose question. Et puis une troisième façon d'aborder le sens, c'est pourquoi je travaille dans cette entreprise? C'est quoi la mission de cette entreprise? À quoi on sert en tant qu'équipe? Et c'est pour ça qu'on a abordé ce chapitre sous l'angle du triangle du sens, en fait, qui réunit 3 sens: le sens du travail, la mission de mon entreprise et le sens de la vie. Parce que très important quand même dans notre travail en général, de le remettre au centre du sens de notre vie en général. Est-ce que c'est important pour nous de travailler dans notre vie? Est-ce que ça ne l'est pas du tout? Et on voit dans ce chapitre qu'on se balade à travers ces 3 types de sens pour essayer
de les aborder, de les comprendre et puis de chercher à définir ou à trouver ou à alimenter notre sens. Et du coup, je vous ai mis un exercice qui vient du chercheur Jean-Luc Bernot. En bas, vous voyez la référence et puis ça fait partie de cet éclairage des références dont on parlait. Et moi, c'est un exercice que je trouve intéressant. On regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de séries, on lit peut-être beaucoup, on passe le temps devant les réseaux sociaux, plein de choses qui nous amènent plein de supports, mais souvent on est, je trouve, assez passif devant ce visionnage. Et pour travailler le sens, on aborde une position un peu plus active, et cette idée de l'exercice ici, c'est de chercher dans ces supports, ces œuvres qu'on regarde, on vous a mis toute une liste de questions. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette œuvre? Quels sont les thèmes qui vous ont inspiré? Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce qu'il y a des ressemblances avec votre vie? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir évoluer dans le même sens de ce que vous avez vu? Et finalement, je trouve que répondre à ces questions sur des œuvres, ça nous aide à travailler notre vision du sens. Et du coup aussi peut-être à choisir des œuvres qui sont typiquement sur la vie en général, mais aussi on peut faire la même chose sur des ouvrages qui parlent du travail, des romans qui parlent de personnes qui s'épanouissent dans leur travail, et de prendre ce temps de réfléchir à ce que ça nous évoque sur notre propre vie, sur notre sens. C'est une des façons, je trouve, assez intéressante pour récupérer des billes de sens. Et vraiment, encore une fois, sur les 3 sens que je vous montrais, on peut vraiment faire cet exercice à la fois en lisant des ouvrages sur des chefs d'entreprise, sur des histoires au travail, et vraiment essayer non pas juste de lire et déjà de bénéficier de ce que ça nous fait la lecture, mais aussi de prendre ce temps un petit peu de digestion et d'intégration de sens. Voilà, c'est vraiment un sujet très actuel et qui mérite de prendre le temps de s'arrêter dessus, parce que vous avez déjà beaucoup en vous des réponses sur le sens, mais il faut aller les chercher et les découvrir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces clés qu'on voulait vous présenter. Est-ce qu'Ilona, quelque chose à ajouter sur le sens peut-être? Non. Globalement, je voulais ajouter qu'on a beaucoup plus de clés, beaucoup plus d'interactivité et tout le reste dans les livres. Donc, et là, je pense qu'on peut peut-être prendre quelques questions. Exactement. Alors déjà, pour vous partager, il y a énormément d'enthousiasme dans le chat, suscité par vos partages, par l'approche qui est à la fois en effet basée scientifiquement et très pratique, avec un aspect ludique aussi qui plaît beaucoup. Donc il y a beaucoup de retours de personnes qui ont déjà acheté le livre ou qui vont l'acheter et qui trouvaient vraiment l'échange hyper intéressant. Donc je tiens à vous le partager parce que ça fait toujours plaisir, ces retours. Et ensuite, on avait en effet quelques questions. On nous demandait l'outil, le Spark. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots? Absolument. Peut-être je vais commencer. Je ne sais pas si on a quelque chose à projeter. Donc, Spark, en fait, c'est un outil, mais c'est aussi un programme qui a été développé depuis à peu près une dizaine d'années. Et là, on utilise énormément d'un plan de formation de coaching en entreprise. Avec Spark, c'est un modèle, c'est un acronyme, acoustique. S, c'est une situation de stress. P, c'est une perception. A, c'est antipilote ou affectivité. R, c'est la réaction. Et C, à la fin, c'est compréhension de situation. Donc, c'est un modèle qui nous permet à comprendre notre fonctionnement cérébral dans les situations de stress. Donc, c'est un modèle très utile qui nous permet à comprendre que ce n'est pas les situations de stress qui produisent les émotions négatives, mais plutôt comment on interprète les situations de stress qui va produire les émotions négatives, en fait. Mais beaucoup plus que ça, Spark, c'est aussi un modèle de techniques, de pratiques qui nous permet à affronter les situations de stress avec les pratiques pertinentes pour notre propre fonctionnement. Donc, si on a un petit peu du mal à interpréter les situations dans une façon flexible, qu'est-ce qu'on fait? Si on a un petit peu du mal à finalement gérer les émotions négatives par exemple, de tristesse ou d'inquiétude, qu'est-ce qu'on fait? Si on a un petit peu du mal à affronter quelqu'un dans une situation réelle et de parler dans une façon assertive,
qu'est-ce qu'on fait? Si on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe finalement et on ne trouve pas le sens dans les situations, comment on peut trouver ce sens? Donc, c'est un modèle qui nous permet à pratiquer plein des outils issus de recherche, mais dans une façon très pratique, appliquée à une situation de stress. Super, et merci Justine pour le partage du schéma, et c'est très très clair, et en effet c'est un outil à la fois très pratique je trouve, et qui remet un petit peu les choses en perspective par rapport aux approches classiques notamment des situations difficiles ou stressantes. Alors la question du sens, ça fait beaucoup écho, en effet aussi par rapport aux préoccupations actuelles, et la question du temps aussi. Alors on avait un partage par rapport à la Tada List que du coup quelqu'un appelait la Well Done List, donc en effet j'aime bien quand voilà, chacun a sa petite méthode et le partage c'est top. Et ensuite on nous demandait aussi, il y a forcément des grains de sable dans la journée, on a beau prévoir un petit peu sa journée idéale en termes de gestion de temps, on a des réunions où on a l'impression de perdre du temps, qui devait durer 1 heure, qui en dire 2, et comment on fait pour gérer ces frustrations qui, du coup, avec cette sensation d'avoir perdu du temps dans sa journée? Ok, je me lance après, Justine, si tu veux ajouter. Oui, et je pense qu'il y a 2 questions ici, parce que déjà, comment gérer les réunions, et après, comment gérer soi-même dans ce type de situation. Et gestion de soi-même, ça passe par Spark, et comment je peux peut-être commencer à voir les situations dans une façon un peu plus flexible, dans une façon qui me laisse pas d'être autant frustrée. Donc, comment je peux trouver quelques explications de situation qui me permet d'être plus tolérant, par exemple. Donc, ça, c'est les parties de soi-même. Et les parties vraiment aussi des réunions, il y a énormément de recherches maintenant sur les réunions qui démontrent que oui, finalement, on perd énormément de temps et la plupart des gens sont frustrés. Donc, je pense que ce n'est pas que vous qui êtes frustrés. Donc, est-ce que vous avez une possibilité à influencer votre entreprise un petit peu pour changer les façons comment les réunions sont faites? Par exemple, proposer les réunions plus courtes, un petit peu plus souvent, mais les réunions des 15 minutes ou de 30 minutes, où c'est vraiment minuté, et 30 minutes, on arrête la réunion après les 30 minutes, il pleut la neige, on arrête, on s'arrête là. Et ça c'est quelque chose, c'est une pratique qui est aussi super utile, parce que les gens, finalement, arrivent d'être beaucoup plus pertinents et clairs dans les réunions. Et on sort de réunion en disant, OK, je n'ai pas perdu mon temps. C'était efficace, c'était intéressant, j'ai appris quelque chose, on a partagé, c'est fini, c'est terminé. Donc, peut-être c'est une autre façon d'agir quelque part ici. Justine, tu veux compléter ou c'est bon? Moi, je peux juste ajouter une pratique que je trouve très intéressante pour cette histoire des réunionites, là, qui est quand même un grand sujet au travail, un grand sujet de frustration pour beaucoup de gens. En fait, déjà, pour beaucoup de gens. Donc, quand on le partage, ce sujet, tout le monde se rend compte que passer de réunion en réunion toute la journée, c'est quand même un sujet. Donc, raccourcir. Et il y a une pratique que j'aime beaucoup et qui parle aux gens, c'est commencer les réunions en pleine conscience. Alors, non pas tous à se mettre à méditer et au début, mais souvent on arrive, vous êtes d'accord, on raccroche et puis hop, on se connecte à une nouvelle réunion et d'un coup, on ne sait même plus trop comment on s'appelle et pourquoi on était là. Pourquoi on est là, on ne sait plus. Et en fait, je trouve que c'est une pratique que j'aime beaucoup utiliser, de dire, on est tous là, on se dit bonjour et puis peut-être on se fait un petit check de où on en est, etc. Mais on se prend 2-3 minutes pour arriver. C'est-à-dire 2-3 minutes où chacun pose le truc dans lequel il était avant, prend 1 seconde pour arriver et atterrir dans la réunion et récupère peut-être les 3 slides qu'il doit avoir sous la main, juste ouvre son document où il veut prendre des notes, ne serait-ce que ça, 2 minutes chacun de son côté, et ensuite on attaque. Et là, je vois quelqu'un qui m'était démarré par un exercice de météo intérieure. Voilà. Là, après, on peut rentrer dans la réunion, si on a un peu le temps, se checker les uns les autres avec des météos intérieurs, des balisés des fleurs, peu importe l'exercice d'inclusion, mais l'intérêt, c'est, avant même la météo, c'est de prendre un temps pour atterrir dans son coin et après se remettre. Et ça, je trouve que ça optimise les réunions. C'est-à-dire qu'on est là et on va perdre moins de temps à perdre le fil, à prendre 15 minutes à se raccrocher, etc. etc. Et puis déjà, souvent, les 10 premières minutes de la présentation, on n'est pas dedans parce qu'on n'a pas compris ce qui... Donc voilà, j'aime bien cette petite pratique organisationnelle qui se fait assez bien et qui permet à chacun d'avoir le temps d'atterrir. Vous pouvez juste me dire, vous ne voyez plus les slides là? Non, on te voit. Non, c'est bon. Ouais. Ok. Parce que je ne savais pas si, comme je ne vois pas bien, si je partage ou pas. Voilà, c'est parfait. Et du coup, alors on avait une dernière question par rapport au Spark. Est-ce que ça peut être utile en cas de burn-out? Est-ce que c'est une situation dans laquelle l'outil peut être intéressant aussi?
Oui, oui, la réponse est oui. Avec la réponse, c'est un outil qui est développé plus pour prévenir le burn-out, pour qu'on n'arrive pas. On peut dire, c'est avant tout ça. Mais c'est aussi un outil qu'on peut utiliser pour accompagner. Mais bien sûr, évidemment, avec plein de parenthèses, parce que si quelqu'un est dans le burn-out, là, on sort vraiment du domaine de coaching. Et c'est là où le coaching et la psychologie plus classique se rencontrent finalement. Donc, c'est pour ça, avec les parenthèses, que oui, ça peut être utile, mais dans le cadre d'accompagnement plus global, basé sur la psychologie. Oui, tout à fait. Je vais rebondir sur ces deux idées parce qu'elles me paraissent super importantes dans la présentation de la psychologie positive. C'est de dire que elle est géniale, cette psychologie positive, en prévention de plein de choses. Parce que parfois, on a envie d'aller vers ces ressources et ces choses quand c'est déjà un petit peu, qu'on est déjà un peu dans le mur ou quand c'est compliqué. Et comme beaucoup de choses, mais on n'est pas toujours très adepte de la prévention, surtout dans notre pays, je pense, mais de dire, en fait, travailler tout ça, il y en a plein qui nous disent, oui, bon, les émotions positives, les trucs, voilà. En fait, non, capitaliser dessus, c'est s'offrir plein de leviers et de ressources, de résilience. Par exemple, quand il y a des choses compliquées qui vont arriver, on sait que d'avoir développé ces émotions positives va nous permettre de plus facilement et plus rapidement rebondir après de la difficulté. Donc, il y a ce côté de prévention hyper importante. Et si je rebondis sur le Spark avec le burn-out, parce que c'est utile dans la reconstruction du burn-out. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Spark, il va nous permettre de mettre un mot sur ces mécanismes donc déjà décortiquer ce qui nous stresse et comprendre dans quelle boucle on se met. Si on prend, je pense qu'il est nécessaire à un moment dans la reconstruction du burn-out de prendre le temps de faire ça. Quand on est dans le chaud du burn-out, c'est là où on parle de ce qu'Ilona disait, d'autres prises en charge. Par contre, dans la reconstruction, pour éviter de retomber dans des boucles naturelles dans lesquelles on en a tous, ces boucles stressantes, ces petites voix qui nous parlent et qui nous inquiètent, un peu défaitistes, on les a. Et si on prend le temps de les identifier et de petit à petit les déconstruire, ça ne se déconstruit pas comme ça. Hier encore, j'ai animé un Spark, une formation Spark, et quelqu'un m'a dit, je fais la première boucle négative et puis j'arrive pas à faire la positive, la maîtriser. Mais ça serait trop joli si on fait comme ça en claquant des doigts. Par contre, on prend le temps, on déconstruit et on reconstruit avec des ressources. Nous, on appelle ça les muscles de la résilience. Petit à petit, grâce au Spark, on développe des muscles, comme dans le sport. On ne fait pas un marathon tout de suite, mais par contre, on court un peu au début. On marche, on court jusqu'à qu'on arrive. Pour vraiment exactement la même chose, pour sa santé mentale, il y a vraiment ce même mécanisme. Et dans la reconstruction du burn-out, vous avez plein de façons de travailler ces ressources dans le livre. Là, je vois quelqu'un qui dit comment se former, quel outil, etc. On vous mettra tout dans le mail, ne vous inquiétez pas. Ces ressources, voilà. Mais c'est vraiment un chouette outil pour travailler ses pensées, sa façon de percevoir les choses, ses émotions, et petit à petit développer des ressources hyper importantes. Et merci à toutes les deux. On a encore beaucoup de merci dans le chat, donc je vous les transfère. C'était un plaisir de démarrer la journée avec vous et de voir le jour se lever derrière toi, Ilona, en Islande, de très tôt matin. C'est plutôt moi voir ici à Reykjavik. Mais en tout cas, merci à toutes les deux. Je rappelle votre livre Psychologie positive aux éditions Vibert dans la collection My Happy Job. Vous recevrez par mail du coup toutes les ressources, le site vers Positron, vers le livre et voilà tout ce qu'on a pu partager. Vous le recevez avec le replay qui sera aussi disponible sur la chaîne YouTube de My Happy Job. Et pour faire la transition, vous l'avez fait sans le vouloir, mais par rapport au thème de notre prochain webinaire qui sera sur l'après-burnout justement la semaine prochaine. Donc on en parle jeudi prochain, jeudi 20. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre et on parlera sur l'après-burnout, comment reprendre le travail et comment gérer l'après, parce que oui, il y a du positif aussi après un burnout. Merci mesdames. Merci beaucoup Fabienne de l'invitation et tout ça. Merci. Avec grand plaisir. Merci à toutes les deux. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée. Vous aussi, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.